et qui plus généralement cherchait à avoir une représentation politique par le truchement d'un certain nombre de candidats que le régime avait décidé d'éliminer. Parmi les victimes, il y a aussi des fonctionnaires qui ont été persécutés du fait de leurs idées. Il y a des citoyens qui n'avaient pas d'engagement politique particulier et qui ont subi des crimes de meurtre du fait de l'utilisation de balles réelles par les forces de sécurité, par des nervis, alors même qu'ils étaient sans rapport avec les faits dont la situation les a amenés à se trouver confrontés. Ces crimes, nous les avons vérifiés individuellement, de façon indépendante des travaux qui avaient déjà été menés par des organisations internationales, que ce soit Amnesty International, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit le Haut Commissariat aux droits de l'homme, que ce soit enfin la Croix-Rouge sénégalaise, qui ont tous constaté l'existence d'une répression particulièrement féroce, qui avait vocation à utiliser la violence politique à des fins de perpétuation au sein du pouvoir, dans un contexte où la découverte de ressources gazières et pétrolières sur ce territoire a créé une avidité et une volonté de se maintenir coûte que coûte dans une position que la Constitution interdit d'accaparer. Je suis, vous le savez, parmi d'autres confrères, l'avocat d'Ousmane Sonko. Mais je suis aussi, dans cette procédure, l'avocat de nombreuses parties civiles, d'individus qui ont été victimes directement de ces violences, dont certains sont français et sénégalais, ce qui va nous permettre, c'est le deuxième point, de déclencher des procédures en France également, complémentaires à celles qui ont été menées auprès de la Cour pénale internationale, de façon à ne pas dépendre des effets de pouvoir qui influencent cette institution, dont on sait ce qu'elle peut avoir en termes de rapport à la compromission, et pour s'assurer évidemment qu'il n'y aura pas d'impunité et que les dignitaires de ce régime ne puissent plus remettre les pieds sur le continent européen sans craindre de se voir arrêtés. Nous avons reçu plus de 4500 éléments de preuve vérifiés qui ont trait aux événements depuis mars 2021. Ces éléments, nous avons vécu avec, jour après jour, ce dernier mois, essayant de vérifier qui en était la cause, qui en était la victime, dans quel contexte était intervenu, et si en effet cela avait un lien avec la répression politique dirigée par le régime sénégalais. Nous en avons gardé 710 qui servent de support à cette communication de 170 pages que nous avons transmis à la Cour pénale internationale, en particulier au bureau du procureur, à qui nous demandons d'ouvrir sans délai, à partir de ces éléments, un examen préliminaire et une enquête, et de se saisir de lui-même au titre de l'article 13. Nous avons entendu, dans le cadre d'une conférence de presse, où 4 membres du gouvernement ont tenté de répondre par avance à nos arguments, qu'il fallait qu'un État se saisisse de la Cour pénale internationale. C'est faux. Toute personne, au titre de l'article 15, peut transmettre des éléments à la Cour pénale internationale et au bureau du procureur pour qu'il s'en saisisse. Mais nous prenons les mots du ministre des Forces de la Défense, nous le prenons au mot et nous lui demandons de saisir lui-même la Cour pénale internationale. Que le Sénégal, s'il est le pays des droits de l'homme, comme il le réaffirme, si ce régime respecte, comme il le dit, le statut de Rome et les conventions internationales, qu'il aille sans crainte saisir le bureau du procureur pour laver son image et son honneur. Qu'il tente, et l'on verra alors quelle sera la réaction, et si en effet des crimes contre l'humanité ont ou non été commis. Et je note que ce ministre n'a pas nié l'existence de crimes, mais a tenté simplement de justifier qu'ils n'étaient pas assez graves pour saisir la Cour pénale internationale. Je pense que les images qui sont diffusées en ce moment derrière moi, de par leur nombre, de par ce qu'elles montrent, suffisent à comprendre à quel point cette position est absurde. Par ailleurs, un argumentaire juridique détaillé, que nous laisserons en accès libre, permettra de démontrer que nous atteignons sans aucune difficulté le seuil de gravité qui est requis par la Cour. Je souhaiterais vous partager quelques noms de personnes qui sont responsables des faits que vous êtes en train de voir derrière cet écran. Nous avons aujourd'hui identifié 112 suspects sur l'ensemble de la chaîne de commandement que nous avons reconstituée. Parmi ceux-ci, je voudrais commencer par un compatriote, M. Khaled Belabad, conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur,
du gouvernement sénégalais d'être informé de toute décision qui est prise au cœur du pouvoir et de l'appuyer ou au contraire de tenter de la censurer. Aujourd'hui, la France n'a rien fait pour éviter les massacres dont on parle. La France a continué à fournir des armes, la France a continué à soutenir le régime, la France, aujourd'hui, accueille Macky Sall sans avoir fait une déclaration condamnant les violences en question. M. Belebad a suivi au quotidien les réunions qui organisaient ces violences au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur et les a rapportées à son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur français et aux autorités françaises. Il est donc complice de crimes contre l'humanité. M. Jean-François Gaume, colonel, a joué le même rôle au sein de la gendarmerie sénégalaise, auprès de M. Moussa Fall, haut commandant à la gendarmerie nationale. Il est complice de crimes contre l'humanité. Au sein de la présidence de la République, M. Macky Sall a mis en place un système qui s'appuyait d'un côté sur l'utilisation de forces de l'ordre légales, dont nous parlerons, et d'un autre côté sur l'organisation de ce que l'on appelle des nervis, c'est-à-dire des forces miliciennes, paramilitaires, financées par le gouvernement et par ses fonds spéciaux pour maintenir l'ordre, selon ces termes, pour commettre des crimes contre l'humanité. Il s'est appuyé sur un premier cercle d'intimes, en particulier Mariam Faisal, sa femme, et Amadou Sall, qui ont organisé le recrutement et le financement de ces nervis. Ils sont responsables à titre principal de la commission de crimes contre l'humanité. Au sein de cette présidence, Meïssa Sélé Ndiaye, aide de camp, a participé à l'organisation de ces faits, aux côtés notamment d'un certain nombre d'individus, dont Abdoulaye Sall, dit Lei Kara, le chauffeur du président, qui faisait le lien avec les organisations de nervis. Autour de la présidence, des éléments extérieurs sur lesquels nous reviendrons, dont un certain Farban Ngom, griot, ont joué un rôle extérieur qui consistait à créer des fiefs, à eux-mêmes constituer des groupes paramilitaires, à les armer, de façon à s'assurer que des crimes contre l'humanité soient commis. Afin d'armer ces nervis, la présidence de la République, elle-même, directement, en tant qu'institution, a mis en place des commandes d'armes particulièrement massives dont nous avons retracé dans le moindre détail le cheminement. Ces commandes d'armes ont été organisées avec l'aide d'un intime de Macky Sall qui s'appelle Gabriel Peretz. Gabriel Peretz, à la tête d'une société qui est bien connue, a fait livrer 104 tonnes d'armes à la présidence de la République au deuxième semestre 2022. Ces armes sont en partie encore stockées à l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor et font l'objet de distributions régulières et notamment de placement dans des caches dans certains espaces du territoire sénégalais de façon à pouvoir être mobilisées en cas de crise politique. Ces 104 tonnes d'armes constituent principalement des munitions pour des armes lourdes et des armes légères, ainsi que des armes légères qui ont été livrées et qui sont à disposition de la présidence en dehors de tout contrôle démocratique, comme s'il y avait la possibilité de s'approprier ces faits-là. Le financement de ce contrat nous semble être lié à toute une série de fonds spéciaux qui échappent au contrôle politique sénégalais et des représentants de la nation sénégalaise. Ils sont permis aussi par des avances qui sont faites par Gabriel Peretz, des lignes de crédit qui ont été octroyées jusqu'en 2024 à hauteur de 300 millions de dollars. Nous avons une attestation de la maison militaire de la présidence de la République, du colonel Adama Gaye, complice de crimes contre l'humanité, pour avoir, je cite, je sous-signais, colonel Adama Gaye, gouverneur militaire du palais, certifie par la présente que les matériels énumérés ci-dessous, fournis par la société Adecon Ltd, seront exclusivement réservés à l'usage du palais présidentiel. Munitions 5,56 x 45 mm de 500 grammes, quantité 3 550 000. Munitions 9 mm, quantité 3 250 000. Munitions 7,62 mm, quantité 210 000. Plus de 7 millions de munitions. Je cite ce document de la présidence de la République, de sa maison militaire, signé par Adama Gaye, 7 millions de munitions exclusivement réservées à l'usage
du palais présidentiel, livré, document signé 11 octobre 2022. Dans quel régime politique qui se veut démocratique, une présidence de la République se fait livrer à usage exclusif 7 millions de munitions? Et quelles sont ses intentions dans la perspective de l'après? Gabriel Peretz a procédé à ces livraisons qui proviennent de Saint-Pétersbourg, de la Russie. Nous avons retracé le moindre cheminement de ces munitions et de ces armes et la façon dont elles ont été livrées à Dakar. Et il y a procédé dans le cadre des très nombreux liens qu'il entretient avec la présidence du Sénégal et avec M. Macky Sall, et il est donc complice de la commission de crimes contre l'humanité. M. Gabriel Peretz, qui est de nationalité belge, mais qui habite aujourd'hui en Israël, a été accompagné dans son travail par Marcel Zuckerman et par Biram Koulibaly, un aviateur sénégalais, qui a représenté la société AD dans l'opération dont il est question. Il nous apparaît que cette commande a été réceptionnée par la société sénégalaise d'ETL, 6 Ouest Foire, au numéro 45 à Dakar, qui est détenue par un certain Halil, qui se trouve être un ami très proche d'Amadou Sall, qui est, à ce titre, complice de la commission de crimes contre l'humanité. Nous avons jusqu'au manifeste des conteneurs, nous avons jusqu'à la signature du capitaine qui a transporté ces armes, nous avons tous les éléments qui permettent de prouver l'existence de cette livraison et la présence de ces armes encore aujourd'hui à l'aéroport Léopold Senghor. Nous avons l'ensemble des réservations qui ont été faites par M. Peretz au Pullman de Teranga, sa présence notamment à la veille des événements de mars 2023 au Sénégal, probablement pour les préparer, et les conséquences qu'il aura à subir. Nous connaissons aussi le nom de ses collaborateurs, les personnes qui l'ont appuyé, et les conséquences qu'ils auront à connaître du fait de cette complicité, aux côtés d'un autre homme d'affaires, évidemment Tierno Ndomba, dont vous avez tous entendu parler, et qui joue un rôle cardinal dans un certain nombre d'opérations particulièrement étranges, pour rester modeste dans mon expression, d'ordre militaire, de commandes d'armement, qui ont été livrées là encore en dehors, dans le cadre de contrats de gré à gré, et qui complètent les éléments que nous avions déjà, qui permettent de déterminer l'existence d'autres contrats de cet ordre-là. Cela avait déjà fait débat dans l'espace public. Vous vous souvenez de ce contrat de 45 milliards de francs CFA avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. Nous avons donc les moyens qui sont apportés aussi via la société Norinco chinoise, qui a travaillé sur un certain nombre de ces contrats d'armement, à la présidence. Nous avons la structure de la présidence avec, au cabinet civil, un certain nombre d'individus particulièrement responsables et qui ont été impliqués au premier chef dans l'organisation de la répression et de la légitimation des violences qui ont été commises. Nous avons évidemment les responsables que tout le monde connaît, comme Mahmoud Saleh, comme Daouda Diallo, Abdoulaye, comme le général Joseph Mamadou Diop ou Mohamed Dionne. Mais nous considérons que les plus responsables au sein de cette présidence ont été évidemment le général Mbaye Cissé et Oumar Wade, qui a été nommé le 6 avril 2023 dernier, dans un contexte particulier, ce qui, à notre avis, est le signe qu'il a eu une certaine difficulté au sein de la présidence pour maintenir son autorité du fait des événements, et ce qui a amené à l'organisation d'un certain nombre de désignations. La commission de violence à des fins politiques exige une impunité. Elle exige aussi d'effacer les preuves de ces crimes. Elle exige enfin un discours qui permette de les justifier. Le ministre de l'Intérieur vous en a fait la démonstration à plusieurs moments. Nous avons découvert que cette organisation discursive, cette tentative de légitimation des faits que nous sommes en train de vous présenter, au sein de la présidence, a été mise en œuvre notamment par Yoro Dia, qui est le coordinateur de la communication présidentielle, mais aussi par Eladji Malik Gueye et Wandifa Dramé. Au niveau de la communication, ceux-ci ont travaillé de façon coordonnée avec le porte-parole du gouvernement et avec d'autres instances pour s'assurer qu'il y avait une légitimation des actes qui étaient commis. Au niveau de l'organisation de l'impunité, le rôle évidemment d'Ousmane Houma, qui est notamment important comme conseiller juridique du président de la République dans l'organisation de la légitimation du troisième mandat, mais qui est aussi important, a un rôle cardinal dans la désignation des magistrats, pour s'assurer que les procureurs, que les juges n'enquêtent pas
et pour s'assurer que les enquêtes qui sont lancées n'aboutissent pas. Car il y a encore au Sénégal des magistrats et des fonctionnaires courageux qui essayent de faire la vérité, mais ce que l'on a vu et ce qui a été établi, c'est que depuis mars 2021, aucun des événements, je dis bien aucun des événements qui sont constitutifs de crimes n'ont fait l'objet, sinon de poursuites, du moins de procédures étant arrivées à leur terme, plus de 26 mois après les faits, ce qui nous amène aujourd'hui à mettre en œuvre la présente saisine. Nous en arrivons maintenant à l'organisation de l'appareil répressif. Une fois que vous avez les moyens, une fois que vous avez organisé les conditions qui vous permettent de vous assurer que cela pourra se dérouler, il faut que cela arrive. Et nous avons évidemment, à ce titre, nos deux principaux suspects, les personnes les plus importantes dans la commission de ces crimes et encourant la plus lourde responsabilité. M. Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur, et M. Moussa Fall. M. Antoine Félix Diome a joué un rôle important, d'abord comme magistrat, particulièrement bien utilisé par ce régime, afin de lui dégager la voie dans le cadre d'un certain nombre d'affaires sensibles, notamment l'affaire de Karim Wade et celle de Khalifa Sall, et ensuite comme ministre de l'Intérieur, nommé peu de temps avant les événements de mars 2021, il a joué donc, je disais, un rôle cardinal pour assurer au régime la possibilité de se perpétuer à tout prix au sein du pouvoir. Monsieur Antoine Félix Diome a tenté en mars 2021, comme entre les mois de mars 2023 à juin 2023, de prétendre que des forces occultes étaient responsables des crimes qui étaient commis au Sénégal. Cela, en soi, est constitutif d'une participation de crime à un crime contre l'humanité, pour la raison simple qu'il s'agit non seulement évidemment d'un mensonge, mais d'une tentative de légitimer et de masquer la commission de ces crimes. À ce seul titre, M. Diome, par ses mensonges répétés et par ses tentatives de faire disparaître des preuves ou de nier l'existence de crimes tout au long de ces périodes, est passible de poursuite. Mais M. Diome, évidemment, a eu un rôle bien plus important que celui-ci. Il a en fait été au cœur de la chaîne de commandement afin de s'assurer que les forces de police et de sécurité soient dirigées de façon à commettre ces crimes ou à les laisser commettre par des nervis. Il a en conséquence, notamment par le truchement de son pouvoir de nomination, cherché à obtenir la possibilité que des personnalités particulièrement violentes ou particulièrement prônes à autoriser, voire à commettre directement des violences, aient un rôle et une responsabilité au sein de la chaîne hiérarchique. Nous pensons évidemment à Seydou Bokar Yag, mais nous pensons aussi au directeur général de la police, qui était auparavant directeur général adjoint, qui était directeur général adjoint de la police nationale au moment des événements de mars 2021, et qui pourtant, malgré l'échec patent de cet épisode, a été promu le 21 avril 2021. Pourquoi l'a-t-il été? Était-ce parce que Ousmane Sy refusait de continuer son prédécesseur sur la voie qui était proposée par le régime? Cela, ce sera aux enquêteurs de le déterminer. Il y a évidemment Amadou Amadi Lam, directeur du groupement mobile d'intervention lors des événements de mars 2021. M. Ndiaga Diop, son successeur. Masserine Faye, commandant de la GMI de Dakar. M. Ousmane Fall, commandant de la brigade d'intervention polyvalente. Et surtout, Bara Sangaré, commandant de la sûreté urbaine à Dakar, suspecté d'avoir commis de nombreuses tortures, d'en avoir ordonné aussi, et d'avoir de façon systématique procédé à des arrestations arbitraires pour intimider des opposants politiques et des manifestants. Ces individus, accompagnés notamment de Mudunga Kendiagne, qui a été directeur de la sécurité publique lors des événements de mars et avril 2021, et qui ensuite a été promu directeur adjoint de la police nationale, Ibrahima Diop, commissaire de police divisionnaire, directeur de la sécurité publique entre avril 2021 et aujourd'hui, que vous avez tous découvert lors d'une conférence de presse indécente il y a quelques semaines, où tentant de répondre aux informations que nous avions diffusées qui nous permettaient d'établir que celui-ci cherchait à se désolidariser du régime, a été poussé par Antoine Félix Diome dans cette conférence de presse ridicule, dans laquelle le régime a tenté d'attribuer l'organisation de crimes à des manifestants, alors que l'on a découvert que les nervis qui étaient montrés travaillaient directement avec les forces de l'ordre. Cette conférence de presse, organisée dans la précipitation,
montre l'importance du travail qu'on est en train d'être mené, parce qu'elle a amené le régime à commettre une erreur fondamentale, à s'exposer, et du coup à être exposé par la presse internationale notamment, qui a démontré les mensonges qui avaient été énoncés. Au sein de la gendarmerie, nous avons aussi des responsables importants, et vous avez tous noté l'utilisation notamment d'enfants comme bouclier humain par les forces de sécurité. Cette utilisation est intervenue à de nombreux lieux sur le territoire de façon coordonnée le même jour, ce qui signifie qu'elle est la résultante d'une politique et non d'une déficience temporaire, ponctuelle, localisée d'une force de gendarmerie. Cette déficience, ce crime, a été commis par des gendarmes à chaque fois. Et donc la responsabilité de Moussa Fall, à ce seul titre, est engagée. Il est évident, en réalité, que la responsabilité de M. Moussa Fall est beaucoup plus importante. Nommé le 17 juin 2021, à la suite des événements de mars et avril 2021, celui-ci a évidemment joué un rôle fondamental dans les désignations qui, au sein de la gendarmerie nationale, ont permis la commission des crimes dont nous parlons. Nous avons identifié au sein de son cabinet des responsables, le chef de cabinet notamment, le colonel Pape Souleymane Cissé, mais aussi, évidemment, au-delà de son cabinet, de ses aides de camp, de ses adjoints emploi opérations comme Pape Diouf, le chef du centre de renseignement cardinal comme Issa Diak ou Cheikh Sarr, évidemment le haut commandant en second, Tiaka Tiao, qui était commandant de la gendarmerie mobile auparavant et qui a été promu en juillet 2021, encore une fois, dans la suite des répressions qui avaient été menées. À ses côtés, que ce soit le général Daouda Diop, le lieutenant-colonel surtout, Abdoul Bengue, ou Maguette Mbaye, Aliou Ndiaye et Omar Ndoye, nous avons au sein de la gendarmerie un certain nombre de personnes identifiées, notamment dans les légions de Dakar et de Casamance, qui auront à répondre de leurs actes un jour ou l'autre, et dont je rappelle, encore une fois, qui seront confrontés à des accusations qui sont imprescriptibles, et donc à n'importe quel moment, en cas de changement de régime ou à l'étranger, dont ils auront à répondre. La chaîne hiérarchique des forces de sécurité, c'est très bien. Mais on a vu que dès le moment où la Cour pénale internationale a commencé à devenir un sujet au Sénégal, il y a eu comme un mouvement de retrait de la part de ces forces de sécurité et de défense, qui ont compris les risques auxquels elles étaient confrontées et les conséquences qu'elles pouvaient endurer. Et nous avons vu une bascule progressive de l'exercice de cette force vers ce que l'on appelle des nervis. Nous avons exposé au sein de la présidence les principales personnes responsables de l'organisation de ces réseaux paramilitaires, en dehors de toute loi, qui coopèrent, contrairement à ce qui a été dit, de façon très serrée avec les forces de l'ordre. La présidence est le donneur d'ordre, mais l'organisateur principal se trouve évidemment au sein du siège du parti présidentiel, à l'APR. C'est là que se retrouvent les pick-up qui ont été achetés de différentes façons, afin de distribuer les nervis à Dakar, et qui, à partir de ce centre de commandement, va distribuer les instructions en région pour s'assurer que des exactions soient commises afin de terroriser la population et s'assurer que celle-ci ne se rebelle plus. Ces nervis, comme je vous le disais, ont à la fois une structuration qui est liée aux fonds spéciaux, aux fonds du parti et donc aux modes de financement illégaux qui ont cours au sein du parti en place, mais également à travers un certain nombre de féodalités qui expliquent l'ascension de personnalités à la qualité médiocre et qui pourtant ont obtenu des portefeuilles importants, notamment au sein du gouvernement. Parmi ces individus qui jouent un rôle clé au sein du pouvoir, nous trouvons évidemment, sans importance hiérarchique dans mon énonciation, des personnes comme Doudouka, le ministre des Transports, qui dispose de réseaux de nervis qui descendent jusqu'à Ziguinchor. Nous trouvons évidemment des suspicions concernant des individus importants et sur lesquels il faudra travailler, comme Pape Malik Ndour, comme Aline Gouindiaye, comme Mam Baye Nyang, que l'on connaît pour d'autres raisons, et évidemment, au premier chef, comme Birame Faye, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Birame Faye joue un rôle très important. Pourquoi ? Parce que, on le sait, les nervis qui jouent un rôle au Sénégal établi depuis une quinzaine d'années, notamment au sein du parti présidentiel de la majorité précédente, avaient au départ un rôle qui consistait simplement à accompagner les politiques, à faire la claque, comme on dit, lors des événements électoraux, à s'assurer de la protection de ceux-ci et quelque part à les valoriser alors qu'ils n'avaient pas accès aux ressources gouvernementales.
progressivement, l'APR a décidé de dévoyer ce rôle et les a constitués en milices. Cette évolution a produit un certain nombre de conséquences importantes. On l'a vu notamment avec un certain nombre de nervis qui, en 2019, ont cherché à réclamer une reconnaissance dans leur action. On a vu le président des Marrons de Feu, donc le groupe de sécurité qui entourait M. Sall, réclamer son intégration à l'appareil de pouvoir gouvernemental et être payé sur les télévisions sénégalaises. Ibrahim Deuil joue aujourd'hui encore un rôle cardinal dans l'organisation des nervis et dans la répression paragouvernementale des mouvements d'opposition au pouvoir en place. Birame Faye s'est vu octroyer un poste de ministre auprès de M. Diom, dans l'objectif de formaliser, de légaliser une partie de ces réseaux illégaux. La création de l'agence de sécurité de proximité, des agents de sécurité de proximité, avait pour vocation de créer au sein de l'État un corps parallèle à celui des forces de sécurité et de défense, qui, certes moins formés, aurait une attitude plus grande à l'heure de commettre les exactions dont nous parlons. M. Birame Faye a évidemment continué son double jeu, à la fois comme ministre et comme organisateur de ces forces de répression illégales. Birame Faye joue donc un rôle clé au sein de cet appareil de répression que nous décrivions auprès de M. Antoine Diome. M. Antoine Diome qui est, par cette voie de fait, directement impliqué dans la commission